Bonjour à toutes et à tous, je suis Fanny Dumoulin, responsable produit et innovation du groupe Digiterre et j'ai le grand plaisir d'animer aujourd'hui ce tout premier live autour de l'émission État des lieux, dont c'est le premier numéro. Je suis d'autant plus ravie qu'il s'agit du tout premier grand live organisé dans les locaux du groupe pour Dreamkey et sur un sujet qui nous est cher, à savoir les réseaux de mandataires. Alors, au programme, 1 heure pour échanger de vive voix sur ce modèle, né il y a tout juste 20 ans. Tâcher de comprendre pourquoi et comment il a su s'imposer comme une offre incontournable du marché de la désintermédiation, de l'intermédiation immobilière. Et puis enfin, tâcher de dresser les perspectives à 3-5 ans du modèle. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir autour de moi sur le plateau deux invités de marque. Olivier Colcombet, président du groupe Digiterre. Bonjour Bonjour à Olivier, tous, bonjour Fanny, bonjour à tous. tout va bien? Ravi d'être là, bienvenue Vincent. Merci. Merci, vous faites la transition, Olivier. Et Vincent Pavanello, qui est expert des réseaux de conseillers immobiliers et auteur du livre Les réseaux de mandataires, 40 000 entrepreneurs au service de notre projet immobilier. Bonjour Vincent, bienvenue. Bonjour Fanny, bonjour Olivier, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. On est ravis de vous accueillir comme premier invité de ce live en plateau. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à commenter, à réagir, à poser vos questions en direct. C'est tout l'intérêt d'être en live. On prendra le temps, bien entendu, en fin de session, de pouvoir y répondre et de se laisser 10-15 minutes pour pouvoir répondre. Olivier, Vincent, je compte sur vous. Alors, Olivier, honneur à vous. Pour ouvrir ce débat, vous êtes donc le président du groupe Digiterre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce groupe qui fête ses 5 ans cette année, je crois? Oui, alors Digiterus, c'est effectivement une consolidation d'acteurs de l'immobilier. Aujourd'hui, deux grands réseaux, Capifrance et Optium, à peu près 6000 conseillers indépendants sur le territoire et dans les dom-toms, et un site, le plus ancien site d'estimation online. Une idée géniale à l'origine, la naissance des algorithmes et cette capacité de les nourrir avec les bases de notaires nationaux, et donc le lancement de Dreamkey qui vient appuyer, et c'est tout le sens aussi du modèle que j'aime beaucoup citer comme Figital, cette alliance du physique, et nous y tenons beaucoup, puisque c'est cette proximité avec le client final, qu'il soit acheteur ou vendeur, cet accompagnement, ce niveau de service de proximité et la puissance du digital. Et finalement, le plus ancien des réseaux, c'est quand même Capifrance qui fêtera ses 20 ans très prochainement. Et l'idée géniale, c'est de considérer que le web en était une révolution. La première, ce fut la diffusion, les sites propres, et puis bien évidemment nos partenaires qui diffusent le catalogue de produits. 97% des Français acquéreurs, mais aussi bien évidemment des vendeurs, débutent leur processus sur le web. Et ça, c'est déjà une entrée en matière très très puissante pour installer le business model. Et on reviendra bien évidemment sur les équilibres entre la tête de réseau, comme on a l'habitude de l'appeler, et nos conseillers en immobilier indépendants, nos équipes terrain. Et c'est un sujet riche, et on voit que en pratiquement 20 ans, le modèle s'est installé et a pris des parts de marché très significatives. Et c'est l'objet de notre entretien aujourd'hui avec Vincent et Fanny. Super. Et du coup, Olivier, en tant que dirigeant de deux des plus grands réseaux immobiliers de mandataires, vous avez collaboré avec Vincent ces derniers mois pour l'édition d'un livre blanc paru en mars dernier, Les réseaux de mandataires, 40 000 entrepreneurs au service de nos projets immobiliers, qui retrace l'histoire des réseaux et surtout explique la montée en puissance de ce nouveau modèle sur le marché d'intermédiation immobilière. Alors Vincent, comment est née l'idée de ce livre blanc et pourquoi avoir entrepris la rédaction d'un tel ouvrage? Oui, on a plus que collaboré, on a échangé, débattu, essayé de se demander quels pouvaient être les angles les plus pédagogiques, et ça me permet de répondre tout de suite à la question de l'objectif du rapport. Je pense que les réseaux de mandataires, Opti, Capi et les autres, ont atteint une telle taille, une telle importance sur tout le territoire qu'il était nécessaire et qu'il était venu le temps de faire œuvre de pédagogie, œuvre de transparence pour expliquer ce qu'ils faisaient, pour expliquer leur fonctionnement, leur genèse, pour montrer aussi la diversité des modèles. Il n'y a pas un seul modèle de réseau de mandataires, c'est aussi un des objets du rapport. Et puis répondre parfois aux critiques qui étaient pour la plupart infondées sur le fonctionnement du modèle, critiques qui émanaient plutôt d'autres types d'intermédiaires en immobilier. Et donc le rapport, c'était vraiment ça, œuvre de pédagogie, œuvre de transparence,
avec différentes cibles. La première cible, je pense que c'était les mandataires eux-mêmes. Je pense que c'est intéressant pour un mandataire de se situer dans le temps long. Capifrance qui fête ses 20 ans, c'est pas la même chose d'être dans un réseau qui a 6 mois que dans un réseau qui a 20 ans. Et je pense que c'est important de pouvoir se comparer. C'est pas la même chose d'être dans un réseau qui est présent sur tout le territoire et versus un petit réseau local. Et ça n'a rien de désobligeant, mais qui a d'autres qualités et d'autres défauts. C'était aussi un rapport qui était à destination des pouvoirs publics, parce que le modèle des mandataires ayant la croissance qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire selon les réseaux, entre 25 et 30% de croissance par an depuis quasiment une dizaine d'années. Ça intrigue les pouvoirs publics, ça n'inquiète pas, mais ça intrigue, ça pose des questions, et donc c'était aussi destiné. Je dirais aussi qu'une des cibles, c'était les médias, les journalistes, qui eux aussi, pour la presse spécialisée et pour la presse généraliste, avaient vu ces entreprises se développer, grossir, grandir, faire venir des nouveaux partenaires financiers, ce qui a aussi posé des questions. Et on sait que ça a été beaucoup lu par les journalistes. Et puis, plus largement, tous les curieux. Et dans les curieux, il y a au moins 2 catégories qui nous intéressent et qui intéressent Capi et Opti. Les futurs mandataires. On a été beaucoup lu, on le sait, on a reçu beaucoup de messages d'aspirants mandataires, donc dans le genre, je me posais la question de devenir mandataire, j'ai lu ton rapport, effectivement, j'ai mieux compris, ça m'a aidé dans le choix de mon réseau et c'est intéressant. Et puis, et c'est pas interdit, aussi les vendeurs. Parce que les vendeurs, aujourd'hui, les réseaux de mandataires, on y viendra, ont à peu près 20% du marché intermédiaire, donc il y a 80% des gens qui ne passent pas par les mandataires. Il y en a qui ne passent pas par les mandataires parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils connaissent l'agence du coin. Et il y en a encore plein qui ne connaissent pas le modèle des mandataires, qui est en fait encore assez récent dans son développement très fort. Et donc, s'il y a des vendeurs, des acheteurs qui peuvent tomber sur le rapport, et on sait qu'il y en a, qui peuvent le lire et qui peuvent se dire, ce sont des organisations sérieuses, cadrées, en développement avec des vrais talents, digitalisées, on en parlera. Et ça peut leur donner envie de faire appel à des gens comme vous. Et donc, voilà un petit peu ce qui étaient les différents types de ce rapport sur lequel j'ai travaillé, je le dis aussi, puisque c'est important, tout avec une liberté rédactionnelle totale, donc en échange constant avec les réseaux, mais avec une liberté rédactionnelle qui n'a jamais été remise en cause. Et donc, c'est un travail qui a été fait, on va dire, entre novembre, décembre, et puis la publication en avril. Très clair. J'ajoute une cible. Moi, je suis arrivée il y a 2 ans dans le groupe et j'aurais adoré avoir votre livre blanc en intégrant le secteur de l'immobilier que je connaissais pas. C'est une vraie bible. Ça permet vraiment de très bien s'immiscer, de gagner 6 mois pour comprendre le business model. Donc, je vous invite à le lire si vous l'avez pas encore fait. C'est pas forcément évident quand on ne travaille pas dans le secteur immobilier de faire la distinction entre les agences immobilières, on va dire classiques, celles qu'on retrouve en bas de chez nous, les vitrées, on appelle ça, et puis les réseaux de mandataires immobiliers. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les particularités de ces réseaux et nous expliquer concrètement en quoi ils diffèrent, ils se distinguent des agences physiques? J'ai coutume de dire qu'il y a 2 grandes différences, même si après on va rentrer dans les subtilités. La première grande différence, c'est qu'une agence physique, on appelait ça d'ailleurs aussi les agences vitrées, parce qu'elles avaient une vitrine, par définition. Donc c'est l'agence au coin de la rue qu'on croise, alors avec des effets vitrines plus ou moins forts, hein. C'est-à-dire que vous êtes dans une grande artère, l'effet vitrine, il joue à plein. C'est pas la majorité non plus des agences. Vous êtes dans des endroits où il y a un peu moins de passage, l'effet vitrine jouait un peu moins. Les réseaux de mandataires, eux, n'ont pas de vitrine, ou plutôt ils n'ont pas de vitrine physique, mais Olivier a commencé à le dire, ils ont une vitrine digitale. On va y revenir, mais c'est quand même un des grands changements. Donc les mandataires, eux, travaillent de chez eux, se déplacent chez le client, et notamment chez le client vendeur pour estimer son bien et puis pour organiser les visites. Donc ça, c'est la première différence, il n'y a pas de lieu physique. Je reviendrai sur cette différence, puisque notamment chez Capifrance, il y a l'ouverture d'ateliers. Et donc, on voit bien qu'on peut imaginer d'autres espaces physiques. Mais il n'y a plus l'agence traditionnelle du coin de la rue dans le modèle des mandataires. La deuxième différence, c'est que historiquement, même si là aussi c'est un peu en train de changer, dans les agences vitrées traditionnelles, les négociateurs étaient plutôt salariés. Ils étaient plutôt dans un lien de subordination avec le patron de l'agence, qui lui-même était un franchisé. Alors que dans le modèle des réseaux de mandataires, 100% des conseillers immobiliers sont indépendants mais pas seuls, comme on a coutume de le dire, puisqu'ils sont d'abord aidés par la tête de réseau. C'est très important en termes d'outils, en termes de visibilité, en termes de marque. Utiliser la marque Capifrance, Optium, aujourd'hui, ça commence à être des marques connues nationalement, et donc c'est un plus. Et puis, aidés dans les outils, et puis aidés par les autres membres du réseau, avec une forte solidarité. Quand il y a 2000, 3000, 4000 personnes dans le réseau, on peut faire de l'inter-réseau plus facilement que quand on est dans une agence physique. Parfois, on est un peu isolé. Donc, plutôt pas d'agence vitrée, plutôt pas de vitrine, et plutôt un rapport d'indépendant versus le salariat. C'est principalement les 2 différences. Par contre, c'est ça qu'il faut toujours rappeler, c'est que dans l'activité au quotidien, le job est globalement le même. Le job est globalement le même, c'est-à-dire accompagner des vendeurs, parfois des acquéreurs, dans des parcours résidentiels, dans des choix de vie et dans une transaction dont on sait que
importance cruciale dans la vie, dans le parcours résidentiel de nos clients. Donc, le métier, en fait, le même. Ouais, on va y revenir juste après. On va détailler effectivement les petites subtilités. Juste avant, je voulais revenir sur la préface de votre livre qui est faite par Danielle Dubrac, qui est présidente de l'Union des syndicats de l'immobilier et qui dans la préface évoque la complémentarité entre les deux modèles qu'on vient d'évoquer, les agences donc traditionnelles physiques, les agences vitrées et les réseaux de mandataires qu'on a souvent eu tendance à opposer par le passé. Vous le citiez en introduction. Concrètement, aujourd'hui, comment cohabitent ces deux modèles à l'heure actuelle sur le marché? Alors, le mot complémentarité, je l'utilise aussi dans le rapport, donc c'est pas du tout une critique comme à Daniel, c'est le mot qu'on utilise quand on veut froisser personne et être consensuel. Bon, il y a une part de vrai, il y a une part qui est à mon avis un peu plus compliquée, mais qui à mon avis l'intérêt d'être dans un réseau monétaire. C'est-à-dire que si c'était la complémentarité totale et qu'il n'y avait pas d'esprit de conquête, d'aller gagner des parts de marché, bon, bah, le job serait moins intéressant. Donc là où il y a la complémentarité, c'est que depuis 5-6 ans où vraiment les réseaux se développent très fortement, le marché a aussi grossi très fortement, puisqu'il y avait à peu près 500 000 transactions intermédiaires en 2015. Il y en a 700 000 en moyenne depuis 2-3 ans. Donc le marché a cru de 40%, ce qui est gigantesque en volume et en valeur encore plus, puisque les prix de l'immobilier augmentent. Et comme vous avez des honoraires en pourcentage de prix, l'honoraire moyen a tendance à augmenter un petit peu. Donc aujourd'hui, les agences physiques ont connu aussi des phénomènes de croissance, beaucoup moins forts que ceux des réseaux monétaires, mais ont connu des phénomènes de croissance à tel point qu'aujourd'hui, si on prend les 20% de part de marché des mandataires, qu'on dit que les notaires et les agences en ligne ont à peu près 5%, il reste encore 75% pour l'agence vitrée. Première partie de la réponse sur la complémentarité, jusqu'à présent, pas de débat, et c'est un fait, et tant mieux, et le client a le choix, et c'est le principal. La question, c'est demain, même si peut-être j'avance un peu dans le débat, mais il y a clairement, je pense, assumé chez Capi, chez Opti, chez les autres, une volonté de croître encore. Et il n'est pas sûr que le marché puisse croître encore de 40%. Donc moi, ce que je pense, c'est que jusqu'à présent, la croissance des uns, ce n'est pas fait au détriment des autres, mais qu'il est possible que demain, l'esprit de conquête, la dynamique et tous les avantages que proposent les réseaux mandataires leur permettent de prendre des parts de marché sur les agences physiques. Mais ça s'appelle l'économie de marché, la concurrence, et c'est très sain. Ça ne va pas se faire en un jour, ça ne sera même pas en 10 ans, mais je pense que progressivement, la compétition va être pas de plus en plus forte, mais en tout cas, les réseaux vont avoir de plus en plus d'arguments pour aller prendre des parts de marché, pour aller convaincre des acheteurs et des vendeurs de leur faire confiance. Très clair. Olivier, vous voulez réagir là-dessus? Oui, c'est intéressant parce que probablement, il y a deux notions qui ressortent de compétitivité ou de concurrence. C'est celle des talents, des ressources, puisque finalement, quand nous recrutons des talents, et c'est un sujet qui m'est très cher, et qu'on les développe et on les aide à se développer. Et ça, bien évidemment, les dits vitrés, les réseaux traditionnels, ont la forte impression qu'on va et on agit sur le même vivier, sachant qu'entre 15 et 20% de ceux qui nous rejoignent sont, qui plus est, passés par une agence. Donc, il y a ce ressenti qui est important. Et ensuite, ne l'oublions jamais, on est là ensemble pour servir un client final. Je trouve que la profession, dans son sens global, a probablement n'a pas saisi l'opportunité les 15-20 dernières années pour s'axer client final. Résultat des courses, il est là. Et personnellement, qui connaissent ou pas le modèle des mandataires, ce n'est pas tellement mon sujet. Ce qui est critique pour moi, c'est que quand je tombe sur un négociateur, qu'il soit rattaché à une agence ou à un réseau, il est la prestation la meilleure, le meilleur accompagnement. Et il s'avère que comme ce sont des patrons, nos conseillers indépendants, dits agents mandataires rattachés à une tête de réseau, sont plus efficaces, sont plus accompagnants, sont plus engagés que probablement un salarié ou très certainement à quelqu'un qui est rattaché à une agence parce que n'a pas les mêmes intérêts. Et on reviendra dessus sur la répartition de la valeur. C'est un élément aussi et complémentaire du succès du modèle parce qu'il y a un épanouissement, il y a une rémunération qui est plus attrayante dans nos modèles que quand on est rattaché à une agence. Ok, pour rentrer un petit peu dans le détail, c'est une question qui revient souvent sur le statut du mandataire immobilier. Tac, pardon, j'allume ma petite. Voilà. Eh ben, c'est les problèmes du live, mais c'est pas grave. Je voulais qu'on revienne, voilà, parfait, ça s'affiche à l'écran. Sur le statut du mandataire immobilier, parce qu'effectivement, il y a tous cette polémique, est-ce qu'effectivement il est rattaché à la loi Hoguet, etc., etc. Est-ce qu'on peut lister les différences majeures avec un agent immobilier? Que peut faire l'un concrètement que ne peut pas faire l'autre? Alors, c'est intéressant parce que
finalement, il y a ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, et ce qui vient d'un atout de ne pas pouvoir faire. Je m'explique. Un agent immobilier peut globalement faire à peu près couvrir les différentes étapes, en dehors de l'acte qui est chez le notaire, bien évidemment. Et l'agent mandataire, globalement, ne peut pas bâtir un compromis, ne peut pas manipuler d'argent. Voilà, donc ni un chèque, ni bien évidemment la partie séquestre ou autre. Voilà. Ce sont les deux éléments majeurs qu'il ne peut pas faire. Il s'avère que nous en avons fait une opportunité parce qu'un compromis chez un notaire, c'est l'avant-contrat, est beaucoup plus solide, beaucoup plus complet et est la responsabilité du notaire. Donc, chez nous, comme le compromis est préparé par le notaire, la casse, comme on l'appelle, liée à des surprises entre le compromis et l'acte final, est très très faible. Donc, faisons d'une faiblesse que certains voudraient souligner comme une faiblesse, une opportunité. Et j'aime à constater que sur les 10 dernières années, les réseaux dits vitrés traditionnels ont aussi basculé majoritairement vers des compromis où se font accompagner par le notaire pour ces compromis. Ça sécurise l'acte de vente. C'est son métier. Il y a beaucoup de pièces à rechercher aujourd'hui. C'est très technique. Je regardais un acte il y a une quinzaine de jours. En 1972, il y avait 6 pages. En 2021, il y a 60 pages. C'est un bien assez significatif, complexe. Hein, c'est pour ça que je le regardais aussi. Mais on voit à quel point ça s'est complexifié. La réglementation s'est complexifiée. Et c'est aussi pour ça, et on reviendra dessus, sur la croissance du modèle et de l'accompagnement. Je pense que nous, professionnels au sens large, mais aussi réseau de mandataires, on a un acte, on a un vivier de croissance qui est le service au client final. Le particulier à particulier a légèrement régressé ces 10 dernières années. Si le service était à la hauteur sur un bien qui est un enjeu majeur des foyers français et majeur déjà en financement mais en complexité, la loi est de plus en plus complexe. On le voit avec les nouvelles réglementations sur l'énergie, les diagnostics, hein, pour les citer. On voit que tout ceci est de plus en plus complexe, juridiquement, en procédure, en risque aussi. Il y a des assurances. Il est de plus en plus intéressant de se faire accompagner par un professionnel. Ok, et concrètement aujourd'hui, est-ce qu'on peut prendre le temps peut-être d'expliquer, je pense que ça va en intéresser certains, comment se rémunère un mandataire immobilier? Je vais vous poser la question à vous Vincent, et puis peut-être ensuite Olivier, détailler comment se rémunèrent les têtes de réseau, ce qu'on appelle les têtes de réseau dans le jargon, c'est-à-dire les réseaux de mandataires vraiment. C'est une question très importante parce que dans les nouvelles attentes du monde du travail, que ce soit des collaborateurs, des indépendants, il y a du sens dans les activités, mais il y a aussi du sens dans les rémunérations. Je pense que les gens se rendent compte de plus en plus de la valeur qu'ils créent. Et quand on est transactionnaire conseiller immobilier, on se rend bien compte de la valeur qu'on crée parce que multiplie le nombre de transactions par la commission et au fond, on a un chiffre. Et donc, quand on est négociateur salarié dans une agence et qu'on touche un SMIC et puis qu'après on capte 15-20% de ces honoraires, on se rend bien compte qu'il y a une grosse part des honoraires qu'on ne capte pas. Quand on est agent commercial rattaché à une agence physique, on n'a pas de fixe et on capte environ 45-50%. Là aussi, on se rend bien compte quand même de la part de valeur qu'on ne capte pas. Et c'est la grande force des réseaux mandataires d'avoir dit, mais en fait, le modèle économique tient et fait du sens en étant beaucoup plus rémunérateur et en partageant beaucoup mieux la valeur. Alors, chaque réseau a sa politique. Les grands chiffres qu'on peut annoncer, c'est que, en gros, un mandataire gardera entre 70 et 80% des commissions qu'il va générer, ce qui est absolument gigantesque. Et en général, dans les réseaux, il y a même des incitations pour les meilleurs vendeurs où le 70 devient 80, puis parfois même un peu plus, et des réseaux vont même jusqu'à plus haut. Donc, la répartition de la valeur, elle est assez simple là-dessus, et je pense qu'elle est assez juste. Parce que dans ces métiers-là, et d'ailleurs, ce serait intéressant, et je pense que c'est pas faire offense aux grands réseaux, de dire que ce qui compte quand un conseiller va voir un vendeur, c'est quand même d'abord la personnalité du vendeur, d'abord sa capacité à vendre, à inspirer confiance, et ensuite en réassurance, je pense que la marque et le nom du réseau peuvent venir. Je ne sais pas si Capifrance justifie 30% de la vente et le conseil 70, mais quelque chose me dit qu'au fond, c'est une répartition qui est assez proche de ce qui est, voilà, sous-entendu. Le même conseiller immobilier Capifrance qui n'aurait pas Capifrance, 3 ventes sur 10, il ne les ferait pas parce qu'en fait, quelqu'un a besoin de... Peut-être que c'est 2, peut-être que c'est 4. Mais en tout cas, le raisonnement, c'est celui-là. Et donc, la valeur serait partie comme ça. Et de toute façon,
Les mandataires, ils sont par définition indépendants, libres. Donc, si un réseau s'amusait à ne pas être assez rémunérateur, à dire je gagne une plus grosse part pour moi, eh ben, ces talents partiraient. Donc, la concurrence, là aussi, dont je parlais tout à l'heure entre les agences et puis les réseaux de mandataires, elle est aussi vraie au niveau des réseaux de mandataires. Elle est très saine pour dire, pour avoir les bons, pour avoir les meilleurs conseillers, je dois les rémunérer au maximum. Et je pense que c'est des débats internes qui sont sains. Donc, voilà un petit peu comment se répartit la valeur dans cette chaîne qui est en fait très simplifiée. Par rapport là aussi à un modèle de franchisé où le franchisé donne aux franchiseurs, reverse une part aux salariés négociateurs, agents commerciaux, tout ça est plus complexe. Là, il y a une tête de réseau, des mandataires et puis c'est simple. Ok, donc si je résume, ce qu'on doit retenir, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est grosso modo sur chaque transaction, il est reversé au mandataire au démarrage entre 70 et 75% selon les réseaux. Je vous laisse compléter Olivier, puis nous dire effectivement, côté tête de réseau, comment ça fonctionne. Alors oui, c'est simple. La révision du partage de la valeur, j'ai bien employé ce terme, a été revue. Et donc, dans nos réseaux, le conseiller, sur ses premiers euros vendus, prend 70% de la commission et va jusqu'à 98% des honoraires. Donc, on voit très bien que vis-à-vis d'un 25%, peut-être maximum 40% quand je suis rattaché à une agence, ce modèle, par ses économies d'échelle aussi, permet de réallouer une partie de la valeur, une grande partie de la valeur, j'ose dire, au conseiller qui a fait le travail de terrain, le travail de négociateur. Ensuite, bien évidemment, la digitalisation a un coût. Eh bien, la partie qui reste à la tête de réseau est investie en outils spécifiques et développés pour un métier nouveau. Et ça, c'est tous les outils métiers. En digitalisation, on a parlé de la diffusion, mais je peux aussi parler d'un élément qui se développe de plus en plus, qui est la partie data. La data dans le sens suivi de la donnée client, afin d'accompagner toujours plus nos conseillers. Alors, les accompagner, moi, j'ai envie de résumer, c'est leur donner du temps pour faire leur travail à forte valeur ajoutée. C'est celui de connaître sa communauté, bien évidemment de clients, de se faire connaître, mais aussi de bien connaître le vivier sur lequel ils travaillent, c'est-à-dire la valeur des biens et la rotation, enfin les biens qui sont à la vente pour les capter, prendre un mandat et accompagner les propriétaires vendeurs. Donc, on voit que ça, c'est déjà deux grands équilibres, commission, outils. Ensuite, on peut ajouter des commissions légèrement inférieures, mais ce n'est pas une entrée majeure, puisque c'est la qualité qui est l'élément majeur dans la prestation de service. Et nos conseillers, nous-mêmes, nous offrons une prestation de service. Et le dernier point qui n'est pas négligeable, c'est qu'on a des investissements en notoriété pour aider nos conseillers, nos marques à s'imposer, j'ai envie de dire, à être visibles, pour à nouveau soutenir la démarche, cette fois-ci plutôt commerciale, des conseillers en immobilier qui nous ont rejoints. Donc, on voit très bien que cette répartition est nouvelle. Et Vincent l'a souligné, et c'est un vecteur cette fois-ci social, et non plus figital, mais social, c'est ce désir d'autonomie. Je peux gérer mon temps, je peux gérer mon équilibre vie perso, vie professionnelle. Je peux aussi gérer, mine de rien, mon objectif. C'est si je veux travailler 15 heures par jour pour aller chercher, comme les meilleurs chez nous, 600, 650 000 euros d'honoraires, je peux le faire. J'ai mon talent, je me développe, j'investis. Et le reward, le retour sur investissement, quand on est à 98%, autant vous dire que là, le partage de la valeur, il est majoritairement confié, offert, donné au conseiller qui a fait le travail de terrain. Voilà, donc c'est aussi ça qui a fait que le modèle s'est imposé. C'est parce qu'il est gagnant-gagnant, et dans ce modèle gagnant-gagnant, les conseillers s'ils ont cette démarche de patron, vraiment de nombreuses raisons pour rejoindre des réseaux comme Optiom et Capifrance. Ok, très clair. Donc, côté tête de réseau, vous vous rémunérez aussi sur une partie de la transaction. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des fees, voilà, un pack. Effectivement, je n'en ai pas parlé. Et pour une simple raison, c'est que dans notre business model, le pack n'est pas du tout une source de revenus, puisqu'il n'est pas rentable pour nous et il ne représente pas plus que 6% de notre revenu. Et rien que la diffusion nous coûte plus cher que la collecte du pack, sachant qu'on reviendra dessus, mais les programmes de formation, l'accompagnement, les hotlines, nous, chez Digitero, on a près de 200 collaborateurs qui accompagnent nos conseillers au quotidien, plus bien évidemment des indépendants, des sociétés externes qui nous fournissent aussi de la valeur et de la plus-value en termes d'outils, entre autres, outils numériques. Voilà, donc oui,
c'est un élément majeur, effectivement. Ça permet grosso modo de couvrir les outils qui sont mis à disposition des majoritairement mandataires. la diffusion. Majoritairement la diffusion. Tout à fait. Effectivement. Ok. Vincent, votre livre blanc, il est truffé de chiffres clés évocateurs sur la part prépondérante qu'occupent aujourd'hui les réseaux de mandataires dans le marché de l'intermédiation immobilière. On va en voir apparaître quelques-uns à l'écran, mais il y en a un qui a particulièrement retenu mon attention. C'est la part de marché qui, en 10 ans, a littéralement explosé. On est passé on était en 2010 à 3%. En 2020, je vous laisse le constater, on est à 20%. Comment vous pouvez expliquer cet essor et pourquoi ? Alors effectivement, c'était un des chiffres qui était attendu dans le rapport, c'est d'arriver à mesurer un peu les parts de marché. Alors peut-être pour un tout petit point de méthode, moi je raisonne sur le marché intermédiaire. Donc je raisonne sur les 700 000 transactions qui, entre 2010, 2019, 2020 en moyenne à peu près, sont passées par l'intermédiaire, qu'ils soient des agents immobiliers traditionnels, des mandataires, des notaires, des agences en ligne. Et sur ces 700 000-là, les réseaux de mandataires ont fait 140 000 ventes en gros en 2020 et donc représente 20% du marché, alors que cette part de marché était beaucoup plus faible. Il y a plein de raisons qui expliquent, à mon avis, la réussite de ce modèle. Peut-être qu'il y a peut-être deux façons de voir les choses, en tout cas deux réponses possibles. La première, et moi j'y crois beaucoup et je pense qu'on est qu'au début, les bons négociateurs immobiliers, ils sont de plus en plus indépendants et de moins en moins salariés. On ne va pas redire ce qu'on venait de dire à l'instant sur le partage de la valeur, mais les gens s'en rendent compte. Et donc, il y a beaucoup soit de gens qui étaient dans les agences qui sont venus dans les réseaux, c'est après 20%, disons, mais c'est pas zéro, donc c'est bien. Soit des gens qui, en fait, dans un monde sans les réseaux de mandataires, seraient allés dans les agences traditionnelles parce que personne très bien connectée avec son écosystème, parfois ancien cadre qui connaissait un peu l'immobilier. La suite logique pour lui aurait été d'aller dans une agence Century 21 Orpi, mais là, il est finalement allé chez Capi, Opti ou les autres. Donc, il y a une capacité à attirer le talent qui est très forte et qui est de plus en plus forte. Et en fait, moi, je pense que les bons, dans 5 ans, dans 10 ans, ils hésiteront entre IAD et Capi ou entre Safety et Optium. Et là, il y aura une concurrence. Mais je pense qu'ils mettront de moins en moins dans la balance le fait soit de rejoindre une agence, soit encore moins de créer sa propre agence, puisque c'est des coûts d'entrée qui sont très élevés, beaucoup plus élevés que les quelques mois de cotisation à payer en avance avant de faire sa première vente, pour revenir sur ce que disait Olivier. Je pense que là, il y a d'abord une question de ressources humaines, c'est de plus en plus les bons là. Et deuxièmement, mais c'est lié, c'est le fait que les vendeurs, tout simplement, font de plus en plus confiance à ces gens-là. Il n'y a pas de secret. Quand on passe de 3% à 20%, c'est que le vendeur s'y retrouve. Et on peut avoir une année de croissance avec des vendeurs qui ne sont pas contents, parce que le temps que les gens se rendent compte, mais on ne peut pas avoir 10 ans de croissance avec des clients qui ne seraient pas contents. C'est là que le discours, parfois, des agences physiques n'est pas audible. L'idée de dire le service est moins bon, bah oui, mais si le service était moins bon, il ne serait pas encore en croissance 10 ans après, 20 ans après chez Capifrance, leur lancement. Donc cette capacité à durer montre bien que le client, il est content. Et le client, qu'est-ce qu'il apprécie ? Moi, je pense qu'il y a principalement deux choses, même si la première, et ça a été dit, mais je pense qu'il faut le dire et le répéter, quand on a un entrepreneur en face de soi, c'est vrai pour vendre un logement, c'est vrai pour faire des travaux, c'est vrai pour tout un tas de consommations quotidiennes, et ben on sait, parce que les gens ont confiance dans les entrepreneurs, que la personne sera plus engagée, plus commit que si elle est salariée. Elle répondra au téléphone le vendredi à 18h30 quand on sort du boulot et qu'on aimerait vraiment avoir une information sur sa vente. On sait que le mandataire, en tout cas, on imagine qu'il va plus facilement répondre que le négo salarié qui est beaucoup moins intéressé à la vente. Et je crois que là, c'est très important. Et je ne vais pas faire une parenthèse, un aparté, mais on le voit bien dans cette crise-là, les gens ont plus confiance dans l'État, quasiment plus confiance dans l'État. Ils ont de moins en moins confiance dans les grandes entreprises qui dans l'entreprise. Par contre, le petit gars du coin ou la femme, puisqu'il y a moitié de femmes dans les réseaux et c'est bien heureux, qu'on connaît, qui est incentivé, qui a un vrai intérêt à faire la vente, lui, ou à cette personne, je lui fais confiance. Alors, l'exemple qu'on cite tout le temps, c'est le boulanger du coin. On fait confiance à son boulanger ou à son maire, mais pas à son député ou pas au gouvernement. Mais je pense que c'est assez vrai et je pense que ça veut juste dire que les gens, qui soient entrepreneurs ou pas eux-mêmes, je pense que quand ils le sont eux-mêmes, c'est encore plus vrai, et ben, ils se rendent compte qu'encore une fois, la personne en face d'elle, c'est son métier, c'est son entreprise, et donc elle ne peut pas se permettre d'abîmer sa réputation. Donc ça, c'est pour moi le premier argument. Et deuxième argument qui joue aussi, c'est un argument plutôt de niveau d'honoraires, où effectivement, parce que la structure de coût est un peu différente dans les réseaux, même très différente, on peut pratiquer des honoraires, disons, 15 à 20% moins chers. C'est pas là-dessus que se fait la différence, mais ça veut quand même dire que sur une transaction moyenne à 9 000 ou 10 000 euros d'honoraires, c'est quand même 2 000 euros de pouvoir d'achat qui est rendu au vendeur ou à l'acheteur avec un partage à définir. Ça joue aussi, je ne crois pas que ce soit le premier argument, mais ça joue aussi 2 000 euros, bah, c'est le salaire moyen en France, hein, globalement, donc c'est quand même un mois de salaire moyen qu'on économise en passant par un mandataire. Mais voilà, je pense que c'est d'abord le fait d'avoir quelqu'un de vraiment intéressé à la réussite de mon projet, et puis deuxièmement, le fait de pouvoir faire des économies.
Il y aurait plein d'autres choses à dire, la proximité, le service client, mais voilà, parmi ces arguments, à mon avis, les deux principaux. Ok, en page 46 de votre livre blanc, vous faites une analogie que je trouve intéressante entre la croissance des réseaux de mandataires immobiliers et l'arrivée de l'opérateur Free dans la téléphonie mobile. Pourquoi ce parallèle? Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre secteur dans lequel il y a un nouvel entrant qui, en 10 ans, prend 20% du marché? Bon, il n'y en a pas tant que ça, des exemples. En fait, c'est pas si simple de prendre 20% d'un marché aussi gros que celui-là. Alors, celui de la téléphonie mobile est encore un peu plus gros. En seulement 10 ans. Et donc, j'ai fait le parallèle avec Free. On voit que les courbes se suivent d'assez près. Et ce qui est intéressant, avec 50 décalages, hein, puisque Free est arrivé sur le marché avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un certain nombre de points communs entre les deux modèles. D'abord, le fait que les acteurs en place ont été très critiques au début, qu'il y a toujours. Et ça, c'est, j'allais dire, presque un signe positif. Quand on est critiqué, c'est qu'on est dangereux. Et donc, si on est dangereux, c'est qu'on va potentiellement croître et qu'on est le bon modèle. Deuxièmement, et c'est un peu le pari de Free, est-ce qu'on a toujours besoin d'aller dans une agence physique pour acheter un téléphone ou pour acheter un forfait? Free a beaucoup moins d'agences physiques et de lieux physiques de rencontre que ses concurrents SFR, Orange. En fait, les techniques de consommation, là aussi, moi, c'est pas comment dire, c'est pas des gens chez Capifrance il y a 20 ans ou chez Yadé il y a 12 ans qui ont été des génies en imaginant que dans 20 ans, les gens consommeraient plus. Voilà, c'est aussi la société qui évolue. C'est à la fois des visions d'entrepreneurs et des sociétés qui évoluent. Et j'allais dire, c'est au crédit de la société plus que toute autre chose. Et donc, les gens se déplacent de moins en moins en agence. Et donc clairement. Et puis, troisièmement, l'idée quand même que la répartition de la valeur, en tout cas, les coûts étaient trop élevés dans ce qui était pratiqué par les grands fournisseurs, enfin les grands opérateurs téléphoniques. Et donc, Free est arrivé sur ce marché-là. Et donc, je trouvais ça marrant. Comme j'ai écrit un bouquin par le passé qui avait été préfacé par Xavier Niel, c'était aussi un petit clin d'œil. Ok, très bien. Olivier, je pense que vous aussi, vous allez vouloir réagir un peu sur les chiffres qu'on a vu apparaître tout à l'heure à l'écran. Et j'imagine qu'il y en a un qui vous fait particulièrement écho, c'est celui des 40 000 mandataires immobiliers. Avec les deux réseaux que vous dirigez aujourd'hui, que sont Capifrance et Optimum, vous représentez 15%, grosso modo, de ces effectifs. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces hommes et de ces femmes qui, aujourd'hui, ont choisi de rejoindre vos réseaux, et d'accompagner les Français au quotidien dans leurs projets immobiliers? Quel est leur profil? Quelles sont leurs attentes? Alors, on a évoqué les 17-20% qui sont des professionnels de l'immobilier qui nous rejoignent pour des raisons bien détaillées déjà par Vincent, que je remercie à nouveau. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout type de Français, de parcours, réussit dans la mesure où il y a du travail, il y a du suivi de la méthode et du service, de l'accompagnement client. Donc ça, c'est déjà un postulat de base. La profession, dans le bon sens du terme, est ouverte à tous ceux qui sont volontaires, travailleurs, engagés et qui ont le respect du client et que cette notion de service, d'écoute, d'accompagnement. C'est vraiment critique. Ensuite, nous avons dans le groupe, et on en parlera tout à l'heure, un certain nombre de parcours qui leur permet de monter en puissance et de réussir. Le deuxième aspect qui est intéressant, c'est oui, il y a une propension aux profils commerciaux. Je note cependant que toute profession, on a des anciens ingénieurs, des anciens vendeurs, des anciens techniciens qui touchaient de près comme des entrepreneurs du bâtiment ou autre, ou de loin, on va parler de la boulangère, on a des corps de métier qui étaient dans le relationnel et qui ont vu leur épanouissement dans ce nouveau métier exceptionnel. Et bien évidemment, ce n'est pas anodin, leur rémunération suivre est passée, vous pourrez être étonné, mais avec un zéro de plus chaque mois. Donc c'est vraiment une évolution très, très critique. Autre angle qui est intéressant, c'est que c'est une profession où il y a un équilibre ou un quasi-équilibre entre les hommes et les femmes. Et je crois que ça, c'est majoritairement dû au modèle social d'autonomie, d'indépendance, de gestion de son temps, de recherche d'épanouissement. Et finalement, on a aussi une dernière catégorie que je voudrais citer, c'est des personnes qui font un pivot dans leur vie, pivot de carrière, qui ont été jusqu'à 30, 35, 40 ans dans des entreprises et qui, soit parce que ils ont eu un genou à terre et la profession les a aidés à remonter parce que c'est une profession qui a aussi beaucoup de sens. J'accompagne toute la journée des projets immobiliers des Français. Soit parce qu'ils ont décidé de repartir dans leur région d'origine parce que le béton de la Défense les saoulait. Il y a beaucoup de raisons. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier confinement jusqu'à aujourd'hui, a vraiment donné encore plus d'appétit aux Français pour réfléchir, pour se remettre en question et pour se dire quelle est la vie que j'ai envie de mener
et souvent tout de suite derrière le où. Alors ça a généré des transactions, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et donc des retours dans des régions d'origine, des installations, et soit pour la première rémunération du foyer, soit pour les deux, mais une organisation pendulaire. Donc je fais l'effort de retourner dans une grande métropole, souvent Paris, 65% des Parisiens souhaiteraient quitter Paris, c'est énorme. Donc cette fonction pendulaire, je reviens à la Défense 3 jours par semaine pour assumer un travail, mon travail historique, mais le deuxième conjoint, souvent, embrasse une profession plus libre qui correspond à des attentes, à des aspirations. Et là, je crois que c'est un moteur majeur aujourd'hui qui vient alimenter cette croissance parce que l'autonomie est très recherchée. J'oublie un point, on a une forte recrudescence des plus jeunes. Donc on voit que des jeunes Français en sortie d'éducation scolaire, souvent des BTS immobiliers ou des spécificités immobilières, se lancent directement dans l'autonomie. Et nous, on suit des critères de réussite et c'est très intéressant de regarder les rising stars, ceux qui se développent très très vite, de regarder que les nouveaux rentrent autant de mandats exclusifs que les anciens. Il y a des critères, des KPI, comme des critères d'évaluation de la performance qu'on suit de très près et c'est très intéressant de voir qu'ils évoluent. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes sont dans les trio de tête dans nos réseaux parce qu'elles ont un engagement, un relationnel local qui est très très fort. J'insiste à nouveau sur ce point. Ok, la croissance spectaculaire du marché, forcément, elle a attiré de nouveaux entrants sur les réseaux. On est passé d'une offre de 15 réseaux de mandataires immobiliers à près de 90 en seulement quelques années. Comment aujourd'hui, Vincent, ils cohabitent ces différents réseaux et ils se positionnent sur le marché? Oui, une centaine de réseaux, on a du mal à définir puisqu'il y en a des nouveaux chaque mois. Le top 10 n'a pas beaucoup changé en fait depuis 10 ans. C'est difficile pour les nouveaux entrants de devenir des acteurs nationaux. Ils peuvent devenir des acteurs locaux ou de niche sur des biens un peu avec des typologies particulières. Mais en fait, comme les réseaux grossissent beaucoup par cooptation, je connais quelqu'un que je verrais bien dans ce job-là, je lui propose, j'arrive à le convaincre, et voilà. Forcément, les plus gros grossissent plus vite. Donc ça, c'est clair. Après, moi, ce que je trouve assez riche, et je pense qu'il faut aborder le sujet assez tranquillement, c'est qu'il y a des stratégies de croissance qui sont différentes entre les différents grands réseaux. Il y a des stratégies qui plus quantitatives, et encore une fois, qui vaut ce qu'elles vaut, de réseaux qui recrutent peut-être plus de gens avec un taux de casse un peu plus important, mais qui couvriront le territoire peut-être plus vite. Et puis d'autres réseaux, et là je fais plus référence à Capi et Optium, qui sont en croissance forte, très forte, parce qu'il y a des boîtes qui croissent de 15, 20%, 25% par an, mais qui ne croissent pas à tout prix. Et je pense que c'est ça la différence. Et je suis ravi d'être ici chez Digit et je trouve que c'est un modèle très intéressant. Après, à terme, quel modèle le consommateur va choisir? Franchement, on verra. Et peut-être d'ailleurs qu'il choisira les deux, ou peut-être que sur un territoire, il en choisira un, et puis sur un territoire, un autre. Donc aujourd'hui, il y a quand même des spécificités de modèle. Et je pense que d'ailleurs, c'est un des enjeux des mois et des années à venir, c'est que chaque modèle puisse un peu dire sa spécificité. Et je pense que, en tout cas pour les aspirants mandataires, j'en ai beaucoup qui m'ont écrit à la suite du rapport, ils me disent, mais au fond, c'est quoi la différence entre un CAPI et un SAFTI, entre un CAPI et un BSK ou quoi? Qu'est-ce que je vais trouver chez l'un que je ne vais pas trouver chez l'autre? Et je pense que ça va être aussi, à la suite de ce rapport, un des travaux à faire, d'arriver à dire, il y a des avantages chez les uns, il y a des inconvénients chez les autres. Et c'est ça, et c'est normal qu'il y ait plein de modèles. Et après, le marché choisira. Je pense qu'il n'y a pas un point, et je vais finir là-dessus, qui me semble être un avantage pour les réseaux qui croisent de manière peut-être un peu plus raisonnable. C'est qu'aujourd'hui, vous avez du talent, vous êtes dans un réseau où il y a déjà 10 000 ou 12 000 personnes. En fait, le territoire est tellement mappé que globalement, c'est compliqué de faire d'autres places. Dans un réseau qui est plus à taille humaine, même s'il est en croissance, je pense qu'il y a encore des opportunités. Donc là aussi, on peut imaginer des systèmes de vases communicants ou de débats, ou en tout cas de compétition au sein des réseaux. Mais je pense que la réponse ne sera pas la même partout. Je pense qu'il y a des réseaux qui ont une image plus qualitative de marque et ça marchera très bien sur des marchés peut-être un peu plus prime. D'autres réseaux qui sont plus des réseaux, encore une fois, avec plus de volume, pour vendre des biens très faciles à vendre, pas du tout sophistiqués, ce sera peut-être la bonne solution. Donc, moi, je trouve ça super et j'espère qu'il y aura toujours cette coexistence de différents modèles de réseaux de mandataires. C'est un point intéressant que vous soulevez, Vincent, c'est effectivement quel est le positionnement, l'ADN de chacun de ces réseaux. Olivier, si aujourd'hui j'étais une aspirante à rejoindre l'un de vos réseaux, quels arguments vous mettriez en face pour me convaincre? Et puis surtout, comme vous couvrez deux réseaux, il y a peut-être une spécificité propre à chacune. Alors, je vais essayer de partir de très haut et de zoomer. Le premier point, j'invite ceux qui nous écoutent
et nous regarde à considérer la solidité financière du groupe qu'ils rejoignent. On parle d'argent, il ne faut pas cacher le sujet. Donc nous, par exemple, dans notre groupe, notre engagement, c'est de reverser les commissions aux conseillers dans les 24-48 heures. Parfois, ça prend 72 pour des raisons techniques, mais vraiment, ça, c'est un engagement fort. On a un groupe solide, des actionnaires, LFPI et Amundi. Amundi, c'est Crédit Agricole, pour ceux qui ne connaissent pas, ou Artemis, c'est le family office de François Pinault. On est sur des acteurs très solides, un groupe très solide. Je crois que je m'engage, qui plus est en tant que patron autonome, c'est important de connaître cette solvabilité. Ensuite, on rentre dès le premier jour dans un parcours de développement personnel. Et on commence effectivement, les réseaux, Capifrance Optium, confient leurs candidats à la Digiterra Academy, qui est une école de formation avec un parcours de développement comme une académie. Donc, tous nos conseillers commencent par 5 jours de formation, historiquement physique avec le confinement. On est passé majoritairement digital et on va le panacher, mais ça, c'est important. Et ensuite, tous les mois, soit sous forme de webinaire, soit sous forme de formation online ou présentiel online, donc avec un vrai formateur physique devant un écran, avec des classes de 20, rarement plus que 20 personnes pour avoir de l'échange. Donc on mise beaucoup. Le talent se met à notre disposition, je puis dire, il met du temps, c'est son investissement, surtout que sur les premiers mois, nous ne facturons pas les packs parce que nous sommes conscients que cette prestation de service, eh bien, on privilégie que celui qui nous a rejoint, le démarrant, garde sa trésorerie pour durer dans le temps et s'inscrire durablement à nos côtés. Donc, on a un parcours de formation qui est très étayé. Et l'autre élément, mais nous ne sommes pas les seuls, mais qui est important, c'est la communauté. Il y a un gros, chez Capifrance et chez Optium, il y a des conseillers qui prennent sous leur coupe, qui sont formateurs terrain, donc qui accompagnent. Chez Capifrance, il y a des coachs. Je rentre dans quelques définitions suite à la question de Fanny aussi de différence. Capifrance, il y a 45-50 coachs qui ont ce rôle d'accompagner les conseillers. On a aussi beaucoup plus de collaborateurs au siège que nos concurrents, plus du double en l'occurrence, dont le job est d'accompagner au quotidien et ils sont très dévoués. On a fait une étude récemment sur la satisfaction des conseillers. 97% des réponses sont les collaborateurs sont aimables ou très aimables lorsqu'on leur pose des questions et qu'on veut se faire aider. Donc on a tout un processus, c'est une machine assez huilée, mais qui permet ce niveau de qualité. J'ai oublié de le dire, mais Digiterra Academy et Calliope, par exemple. Calliope, c'est une référence en termes de formation. Atteindre ce niveau pour une académie, c'est pas un Graal, mais c'est une reconnaissance forte. Bravo à l'équipe qui a mené ceci à bien. Voilà, donc on panache aussi des formateurs expérimentés qui sont plutôt du terrain et des formateurs qui sont plutôt académiques, même s'ils sont tous passés par le terrain au préalable. Voilà, donc je crois que c'est cet écosystème qu'on met à disposition, et j'aime vraiment souligner ce point de talent pour les faire monter en compétences. Mais eux, ils ont un engagement, bien évidemment, à prendre auprès de nous, mais surtout auprès d'eux-mêmes, c'est celui de travailler, d'appliquer les méthodes, de suivre les formations, d'être présent et de se lancer à corps perdu dans cette nouvelle aventure qui prend du temps à monter en puissance, bien évidemment, et qui leur permet très, très souvent de faire un virage dans leur vie et de repartir pour une nouvelle aventure. Très clair. Si on peut être un petit peu concret aussi pour permettre aux aspirants mandataires de se projeter concrètement, quelle est la rémunération moyenne mensuelle ou annuelle d'un mandataire immobilier aujourd'hui? Combien on peut s'attendre à gagner à la fin de chaque mois? Vincent, vous en parlez, je crois, dans votre ouvrage. Oui, j'aborde le sujet, sachant que c'est compliqué de répondre à la question. Évidemment, un calcul très, très basique que je fais pour après dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça consiste à prendre le nombre de transactions, 140 000, de diviser par le nombre de mandataires et puis de multiplier par la commission moyenne. Là, on arrive à peu près à 3,5, 4 transactions par an et donc des revenus qui sont un peu en dessous des 2 000 euros. En fait, ce n'est pas le bon calcul, puisque sur les 40 000, il y en a à peu près 10 000 qui viennent juste d'arriver. Ceux dont Olivier disait, ils suivent un parcours de formation qui ne sont pas tout de suite opérationnels et donc il ne faut pas les compter en tant que dénominateur.
Donc, il en reste à peu près 30 000. Sur ces 30 000, on estime qu'il y en a à peu près 20% qui sont à mi-temps. Et c'est, je veux dire, moi qui ai plein d'activités, c'est pas moi qui vais dire que c'est pas bien d'être à mi-temps. Au contraire, hein, ça peut être une super richesse de dire j'ai un job le matin ou le lundi, mardi, un autre le mercredi, jeudi, vendredi. C'est important dans mon équilibre, voire même un des jobs nourrit l'autre. Et pourquoi pas, il n'y a pas de mauvaise de fonctionnement. Et donc, quand on ramène ce qu'on appelle un équivalent temps plein, donc les 20%, on les met en 10%, en fait, le nombre de ventes moyennes augmente considérablement parce que la base, le dénominateur n'est pas le même. Et donc là, le 3,5, 4 ventes dont je parlais passe à 5,5, 6 ventes par an. Et donc, le revenu moyen est largement au-dessus des 2500 euros par mois. Donc, le revenu moyen est quand même largement au-dessus du revenu moyen des Français. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. En plus, il y a plein de territoires. Ouais, c'est là que le calcul a ses limites. 2500 à Paris, c'est pas le même pouvoir d'achat que 2500 dans un territoire plus détendu. Donc, ça, c'est la première limite. Et la deuxième limite, c'est qu'il y a un écart type qui peut être assez fort. Mais moi, ce qui est mon expérience, là aussi, ça fait 2 mois que le rapport est sorti. Et au-delà des discussions que j'ai pu avoir, j'avais eu la chance d'intervenir dans des ateliers, mais aussi dans des conventions Capifrance. Mais depuis 2 mois, j'échange avec beaucoup de mandataires. Les gens qui ont réussi à passer la première, la deuxième, la troisième année sont souvent des gens qui ont des revenus qui vont bien au-delà de la moyenne que j'ai évoquée. Et c'est pas 3 personnes sur les 3000 de Capifrance. C'est vraiment des phénomènes massifs de gens qui gagnent bien et parfois même très bien leur vie. Et comment dire, c'est bien dans la vie de vouloir gagner plus que l'année d'avant et de vouloir plus d'argent pour ses enfants, plus d'argent pour sa maison, plus d'argent pour sa famille. Donc, je sais que parfois en France, c'est un sujet un peu tabou, mais moi, un mandataire qui me dit j'ai gagné X cette année, mais je sais qu'en bossant plus, en appliquant de nouvelles méthodes et grâce aux outils mis en place par le réseau, l'année prochaine, je vais pouvoir gagner encore plus. Parfait, c'est très sain, je trouve. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit le seul moteur dans la vie d'un mandataire. Il faut aussi avoir plaisir à répondre aux attentes de ses clients et puis être dans l'entraide. Je pense que c'est très important d'avoir une approche collaborative. Mais l'argument financier, il est tout sauf neutre. Et des gens qui voudraient devenir mandataire en disant je gagnerais plus d'argent qu'en faisant autre chose, pour moi, ce n'est pas une mauvaise raison de devenir mandataire. Si c'est la seule, c'est peut-être un peu inquiétant, mais ça fait partie des raisons qui sont des raisons saines. Voilà pour le revenu moyen, tout en expliquant qu'il y a quand même des écarts types assez forts. Je vous laisse compléter, Olivier. Oui. J'ajoute juste un petit point parce que je sais qu'il faut l'aborder. Et on s'est dit qu'on pouvait être transparente sur ce premier live. Il y a un autre chiffre aussi sur lequel je voulais vous faire réagir, que vous abordez. C'est le taux de casse, on va appeler ça, de personnes qui nous rejoignent en première année, sur une première année d'exercice. Je crois qu'en moyenne, sur les réseaux de mandataires, on perd 30 à 50% de nouveaux intégrants. Olivier, est-ce que vous constatez, vous, dans vos réseaux, à peu près le même taux? Et surtout, comment on explique cela? Alors déjà, il y a 2-3 notions que je voudrais recaler. Dans le groupe, au-delà de 3 ans, la moyenne, c'est 66 000 euros d'honoraires. Donc on est effectivement, comme le disait Vincent, bien au-delà de la moyenne des Français. Et j'aime pas me comparer à la moyenne parce qu'on a des conseillers qui ne sont pas là pour être dans la moyenne. Ils sont là pour être sur un nouvel équilibre et s'épanouir. Deuxième point, celui qui est à la chasse aux honoraires ne fera jamais des honoraires pareils. Il y a la notion d'empathie, de service, etc. Et ça, c'est critique, donc on ne peut pas dire je viens là juste comme ça pue. Certains ont pu rêver et c'était un peu un cliché. Il y a 20 ans, je vais faire du fric. Ça ne fonctionne pas. Les clients sont très, très bien informés. Les réseaux web, y compris, sont critiques là-dessus. Le troisième point, et j'ai essayé de le souligner, ça nécessite du travail. Ça ne tombe pas du ciel. On ne va pas chercher ce niveau de rémunération, même à 30 000 d'ailleurs, sans travailler. Donc, effectivement, il faut de l'investissement personnel. Et en ce qui concerne ce que tu appelles la casse, nous, on n'est pas du tout dans ces niveaux de départ, et Dieu merci, mais on fait aussi une sélection à l'entrée, puisqu'on a, sur ceux qui souhaiteraient rejoindre nos réseaux, on a entre 25 et 29% de personnes que l'on n'accepte pas. Donc, ça veut dire ceux qui nous ont rejoints, on leur a dit un vrai oui. On leur a dit un oui parce que ceux qui nous accompagnent, c'est-à-dire soit des collaborateurs dans les équipes de recrutement, soit des conseillers terrain qui ont un entretien avec ces personnes, ont dit « je pense qu'il va réussir ». Donc, on a aussi un niveau de sélection qui, très probablement, en plus de l'accompagnement, nous permet d'être à 2 ou 3 fois le chiffre d'affaires de nos concurrents par personne. Hein. C'est déjà un premier critère de succès, mais aussi, ça vient réduire notre taux de churn, donc de départ,
et ça, c'est important. Et très clairement, au-delà de la 3e année, ça chute très considérablement et on est sur des taux de départ qui sont inférieurs, donc ils sont 7-8% pour vous donner, hein, c'est vraiment très faible et c'est inférieur à un taux de départ de collaborateurs salariés dans une grande entreprise. Donc oui, bien évidemment, la 1re et la 2e année, il y a un effet décollage, c'est exponentiel et tout ce qui est exponentiel fait qu'on départ bas et on monte assez rapidement. Donc c'est un chemin qui nécessite de l'audace, de la ténacité, du travail, des méthodes, de l'empathie, du service client. Et ça fait partie de la recette pour réussir. Mais un très grand nombre réussit. Et je vous dis, au-delà de la 3e année, on a plus de 52 ou 54% qui sont encore là et donc qui ont les moyennes que j'ai annoncées. Ok, avant de passer à la partie questions-réponses, je vous propose qu'on se fasse un petit peu de perspective, de projection. Dans votre livre, effectivement, vous abordez, Vincent, vous vous prêtez à l'exercice et puis vous dressez un horizon plutôt beau fixe pour l'avenir des réseaux de mandataires. On va voir apparaître à l'écran quelques chiffres clés qui sont intéressants. Pour le modèle à 2023, vous estimez le nombre de mandataires passé à 60 000 versus 40 000 aujourd'hui, la part de marché 30 à 20%. Je vous laisse commenter peut-être ces chiffres et puis ensuite, Olivier, vous faire réagir là-dessus également. Comment on arrive à ces chiffres? En se disant que la croissance qui a eu lieu au cours des 3-4 dernières années a toutes les chances d'être la même dans les 3-4 années à venir, puisque les mêmes causes ont toutes les chances de produire les mêmes effets, c'est-à-dire des clients qui font de plus en plus confiance, des talents qui rejoignent de plus en plus les réseaux, et donc une part de marché qui a vocation à augmenter. Encore une fois, 20%, c'est très bien quand on vient de 3, mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a encore 80 à aller chercher. Et moi, je pense que l'objectif, c'est d'aller bien au-delà des 30, et je suis persuadé au fond de moi que demain, ce chiffre-là sera largement dépassé. Dans le rapport, on essaye quand même d'objectiver. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de ce qui me semble être les grands paramètres qui expliquent ça. Évidemment, un des paramètres, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de conseillers qui rejoignent ces réseaux. Et donc, comme ils font 5-6 ventes chacun en moyenne par an, comme je le disais, par définition, le nombre de ventes augmente. Je pense qu'il est important à dire, au-delà de la méthode de calcul qui est technique, c'est, je pense que c'est une vraie valeur et c'est très important quand on est indépendant, mais je dirais la même chose quand on est salarié d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour les salariés du siège, d'être dans une entreprise qui croît. Je sais que vous, les réseaux monétaires, vous avez pris l'habitude depuis 10 ans de croître, mais c'est pas la vérité et c'est pas la norme dans l'économie française, sinon on ne ferait pas 1,5. La France fait à peu près 0,5, 1% de croissance par an. Vous faites 25, donc vous croissez 25 fois plus que machin. Et en fait, ça change tout, je pense, dans l'exercice quotidien d'être dans une entreprise qui a un esprit de conquête, qui a un esprit de développement. Quand Olivier il a besoin de faire une dépense marketing de communication de marque, il sait que ça va lui permettre d'aller prendre plus de parts de marché et il a les moyens pour le faire. Donc, c'est très bien. Quand vous êtes un conseiller, que vous voulez recruter un autre conseiller, par exemple, pour rejoindre votre équipe, vaut mieux dire que votre entreprise elle a doublé de taille dans les 5 dernières années plutôt que de dire elle stagne, les bons parts, c'est compliqué que ça. Donc, je pense que cet argument de la croissance, il faut vraiment en faire un argument auprès, même auprès des vendeurs en disant voilà, on croit, on augmente de taille, Capifrance est de plus en plus gros, Optiom est de plus en plus gros. Pourquoi? Parce que les gens nous font plus confiance. Donc, sous-entendu, faites-nous confiance aussi. Donc, dans le recrutement, dans la séduction des vendeurs et dans la conviction que vous pouvez avoir auprès d'eux, auprès des médias, auprès des pouvoirs publics. Et encore une fois, j'insiste aussi au siège. Enfin, c'est super de bosser dans une boîte en croissance. Je pense que vraiment, encore une fois, il faut bien avoir conscience de ça. Il y a un dynamisme, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Enfin, j'imagine qu'au siège, vous avez gagné des dizaines de personnes dans les dernières années. C'est super bien d'avoir des nouvelles têtes qui viennent. Et puis, on sait que quand on croit, on attire plutôt les bons que les pas bons. Et puis, les gens viennent pour le parcours de croissance. Je pense que c'est une vraie valeur, quoi. Au-delà des chiffres, je pense que pour les mandataires, pour les collaborateurs du siège, pour tout le monde, soyez fiers. Et puis, j'allais dire, mettez tout en œuvre pour maintenir ce niveau de croissance, parce que la croissance, c'est quand même un des ingrédients, je pense, d'une réussite de vie, d'un bonheur collectif et d'une aventure collective qui est réussie. Olivier, de votre côté, que vous évoquent ces chiffres et quelle est votre analyse sur les projections à moyen long terme? Alors déjà, bien évidemment, je ne peux que me faire écho de ce que vient de dire Vincent. Oui, la croissance, c'est du fuel. Alors, c'est aussi de l'exigence. Je sais que nos collaborateurs se consacrent plus à nos conseillers, à leur entreprise, que la moyenne des Français. J'ai zéro doute là-dessus et je les en remercie à nouveau parce que c'est aussi ce fuel qui permet la croissance. La croissance tire la croissance, la performance tire la croissance, l'exigence tire la croissance, l'audace tire la croissance. C'est des mots qui sont forts ici chez Digit et dans nos marques, qu'elles soient Dreamkey, Capifrance, Optiom. Donc, je n'ai zéro doute là-dessus.
mais ça entraîne de l'exigence, effectivement, et des contraintes que d'autres n'ont peut-être pas, mais probablement, je le souhaite, que nos collaborateurs s'épanouissent plus dans leur fonction que dans d'autres grands instituts, pour ne pas, y compris, citer ceux de l'État. Voilà, donc oui, on a une aspiration qui est différente et on est nous-mêmes entrepreneurs à la tête d'entreprises et d'entrepreneurs quand on pense à nos conseillers. Intéressant parce que dans les grands réseaux de stratégie, les grands groupes comme Roland Berger ou les McKinsey & Co, eux, ils estiment qu'en 2025-26, le modèle représentera 35 à 36% de part de marché. Donc tout à fait dans la lignée de ce que vient de partager Vincent et de ce qu'il a évalué dans son ouvrage. Donc c'est très clair. C'est un peu aux dépens et majoritairement aux dépens des agences immobilières. Je le rappelle, moi, j'ai aucun problème avec leur modèle, ils ont leur place. C'est le compte de résultats qui les dessert. Comment financer une personne qui est à l'accueil, des murs, une vitrine, de la diffusion, des sites web, de la techno et de la data? C'est compliqué, effectivement, d'autant plus que le français et le confinement l'a rendu encore plus sévère, ne se déplace plus ou se déplace de moins en moins physiquement, que ce soit pour faire un achat de biens physique via le web ou le delivery ou que sais-je, ou pour aller voir une agence immobilière. Donc, il y a un phénomène de fond qui nous est favorable, à nous de l'accentuer pour l'accélérer et d'en cueillir tous les fruits. C'est ça aussi le fruit de la croissance. Ok, je termine avec un chiffre que je trouve intéressant. Dans les pays anglo-saxons, on constate qu'il y a que 9 propriétaires sur 10 aujourd'hui qui passent par un intermédiaire immobilier pour vendre son bien. Est-ce que en France, vous estimez que on va suivre ce modèle à court moyen terme et comment on explique grosso modo ces différences aujourd'hui entre le marché anglo-saxon et le marché français, où on est plutôt, aujourd'hui, on l'a vu sur la slide précédente, à 7 vendeurs sur 10 qui passent par un intermédiaire? Je vais mettre des chiffres derrière ce truc-là parce qu'il faut bien avoir conscience que c'est un vrai combat pour la profession. Si demain on faisait pas 70% mais 90% d'intermédiation, ce serait des dizaines de milliers de ventes en plus par an pour les intermédiaires. D'accord? On passerait de 700 000, 900 000, 200 000 ventes en plus. On estime qu'il y a à peu près 100 000 transactionnaires en France, 120 000. Ça fait 2 ventes par personne en plus par an. Si on passait de 70 à 90, 90 étant globalement la moyenne aux US, mais globalement ce qu'on observe à peu près partout, on pourrait rentrer dans les détails. Donc, passe le message que tout le monde s'y mette. Alors, moi, je crois que ça va quand même augmenter ce taux d'intermédiation pour une bonne raison, mais qu'il a aussi, comme toute opportunité, à sa contrainte. Les biens se complexifient, les biens gagnent en sophistication. D'abord, on voit bien qu'il y a des quartiers qui sont de plus en plus micro, au sens où ça veut dire quoi, le prix de l'immobilier dans une ville, ça ne veut plus rien dire. Il y a 25 marchés dans la même ville, dans la même rue, il y a même plusieurs marchés. Donc ça, il faut être un expert vraiment de son territoire. Au niveau du logement, on voit bien qu'il y a des logements qui sont de plus en plus connectés. Donc il y a des équipements techniques. Et pour le français moyen, pour le vendeur moyen, pour l'acheteur moyen, c'est pas forcément facile de savoir si le store connecté, c'est un store de qualité ou pas un store de qualité. Donc un intermédiaire qui a cette expertise-là peut être très utile. Et troisièmement, mais il y aurait d'autres choses à dire, tout l'enjeu de la performance énergétique des bâtiments et des logements en particulier, qui sont un enjeu politique, mais qui sont un enjeu financier pour l'acheteur, c'est-à-dire combien ça va me coûter de vivre dans le logement. Là aussi, on voit bien qu'entre l'entretien des parties communes, l'entretien des parties privatives, les nouveaux outils, les capteurs, le français moyen, il a besoin de conseils. Donc pour moi, plus il y a besoin de conseils, plus le taux d'intermédiation a vocation à augmenter. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que le besoin de conseils, il ne peut être assouvi que si on a en face de nous une expertise. Donc, gagnons en expertise, je dis gagnons pour tous les acteurs de la transaction immobilière et les mandataires en particulier, gagnons en expertise et on fera augmenter ce taux d'intermédiation et on fera 2 ventes de plus par conseiller et par an, juste là-dessus. C'est ce qu'on nous souhaite. Bon, je vous propose qu'on passe maintenant aux questions qu'on a pu avoir pendant le live. Alors, il y a une première question de Nathalie qui nous demande de rappeler le titre du livre. Alors, le titre du livre, je le reprends, c'est Les réseaux de mandataires, 40 000 entrepreneurs au service de nos projets immobiliers. On peut le retrouver où, Vincent ? On peut le retrouver sur un site qui a été créé pour l'occasion qui s'appelle maisondesmandataires.com. On peut le retrouver sur le site de l'UNIS. Et même certains réseaux l'ont mis en ligne. Je sais pas si nous l'avons mis en ligne. Voilà, donc sur le site des réseaux également. Mais en tapant soit mon nom, soit le titre du rapport, vous allez tomber dessus normalement sans peine. Ok, très clair. Une autre question de Marilyn, mais les questions qui étaient à l'écran n'apparaissent plus. Alors, je crois de mémoire que Marilyn, elle demandait s'il y avait besoin d'avoir un diplôme pour être mandataire. Alors,
C'est une bonne question. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation d'avoir un diplôme à l'entrée dans la profession. Il y a une obligation qui est fixée par la loi Allure de faire 42 heures de formation sur les 3 ans pour renouveler son diplôme. Chez Digiterra, dans nos réseaux, on a cette exigence que j'ai citée tout à l'heure de commencer par 5 jours de formation. Nous considérons pour bien réussir, bien démarrer et pour protéger aussi bien évidemment notre notoriété et l'image qualitative de nos réseaux, parce que vous l'avez compris, on n'est pas dans le volume, on est vraiment dans la qualité. Il est important de passer par cette phase de formation. Donc, sur les 42 heures, 5 jours complets, 35 heures seront faites dès la première semaine, simplement pour monter en compétence et pour aller sur le terrain, déjà armé d'un certain bagage pour réussir. Ok, une question d'Olivier. Combien de temps en moyenne faut-il pour vendre sa première maison? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, Olivier? Alors, nous avons des appartement. chiffres. En fait, maison, appartement, là, les conseillers, 38% d'entre eux font au moins une vente sur les 6 premiers mois. Donc, c'est déjà une très belle réussite. Ensuite, c'est très disparate. On a des conseillers qui font 9-10 ventes par mois et on en a d'autres qui en font 2, donc, y compris chez les expérimentés. Donc ça, c'est vraiment aussi quel lieu, si vous voulez, quand vous êtes avec un prix moyen français à 220-230 000 euros, vous avez des conseillers qui font majoritairement des ventes en campagne à 60-80 000 euros de moyenne, et d'autres qui seront à Paris ou à Lyon ou Bordeaux, que sais-je, qui seront plutôt à 300-400 000. Et puis on a aussi une section plutôt luxe et prestige, où là, c'est plutôt 800, entre 600 et 2 millions les biens les plus fréquemment vendus. Donc il y a aussi un choix dont dépendra la durée et le montant moyen des honoraires. Ok, on a beaucoup parlé de transactions immobilières, mais il y a une question aussi d'Hélène qui est intéressante. Est-ce qu'également vos réseaux, Olivier, puis d'autres réseaux font autre chose que de la vente, de la location notamment? Oui, alors, on a un parcours qui est celui où on a une décision, une stratégie d'accompagner le client final. Et donc, effectivement, quand on vend un bien, certains biens ont vocation d'être mis en location, qu'ils soient neufs en investissement, entre autres, ou anciens. Et là, on considère que dans la continuité, on doit offrir cette prestation de service. Donc, dans le groupe, oui, nous avons une offre de location-gestion des biens, que nous les ayons vendus ou pas d'ailleurs, mais c'est une proposition de valeur qu'on fait au client final. Et bien évidemment, à nouveau, notre bras armé pour faire ces propositions, ce sont nos conseillers. Je pense que moi, je vais réagir pour un peu l'ensemble des réseaux avec lesquels j'échange. Je trouve que c'est une question très importante. Et je serais très étonné que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. C'est-à-dire que louer, trouver un bien, un locataire qui va payer, qui ne va pas faire de nuisance, qui ne va pas abîmer l'appartement, c'est aussi un engagement très important. Pas aussi important que vendre un logement, mais qui peut quand même être important, notamment quand on loue sa maison de famille, des choses comme ça. Et donc là encore, je pense qu'avoir un entrepreneur en face de soi, avec des bons outils, très engagé à la réussite du projet, ça va donner envie à beaucoup de Français de passer par eux. Aujourd'hui, c'est assez marginal dans les réseaux mandataires, les revenus qui viennent de la location, et peut-être de la gestion locative demain, et peut-être d'autres métiers de l'immobilier demain. Moi, mon pari, c'est que le phénomène de mandatarisation, j'appelle comme ça, pardon pour cette ce terme un peu créé de toutes pièces, peut toucher d'autres métiers de l'immobilier. Et je pense, là aussi, que pour les conseillers, c'est une opportunité avant tout. Parce que, encore une fois, être dans une boîte qui se développe, qui demain, en plus de la transaction, fera d'autres métiers, c'est des potentiels revenus en plus. Alors, c'est pas demain matin que ça deviendra totalement massif et que ça changera les équilibres économiques. Mais moi, je pense que dans la décennie qui s'ouvre, c'est aussi une décennie de la diversification pour les réseaux mandataires. Et il y a plein d'opportunités parce que les Français, une fois qu'ils ont vendu leurs biens ou qu'ils ont acheté leurs biens, eh ben, ils veulent déménager, ils veulent un prêt, ils veulent une assurance. Et ça, j'imagine qu'il y a déjà des offres, mais je crois que celle-là, on est un peu au début de l'histoire quand même, globalement, et on va faire beaucoup de choses là-dedans. Et moi, je trouve ça super. Et encore une fois, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Des gens motivés, formés, proches du terrain, en proximité, et ben, accompagneront les gens dans ce qu'il est convenu d'appeler leur parcours résidentiel. Et je trouve ça très bien. Oui, je voudrais réagir parce que j'ai eu la chance de vivre beaucoup à l'étranger, entre autres aux US, mais surtout en Angleterre. Et là-bas, le conseiller en immobilier, il vous accompagne sur toutes les problématiques, j'ai envie de dire,
du bien immobilier. C'est-à-dire, je veux faire de la peinture, changer ma moquette, ouvrir les flux, c'est-à-dire téléphonie, gaz, etc. Ils vous accompagnent, déménager. Après chaque rotation, on repeint les appartements en Angleterre. Enfin, il y a des prestations qui sont attendues. Alors, non seulement ils font 92-93% des transactions, mais en plus, leur offre de service est beaucoup plus large. Et moi, je note qu'en France, c'est un relais de croissance, mais c'est surtout un relais de satisfaction. Donc, le sujet des honoraires, dans de très nombreux pays, dont les anglo-saxons, le client final est prêt à payer des honoraires. Mais il attend un service en face. C'est à nous, la profession, c'est à nos conseillers et à nous, tête de réseau, d'amener cette plus-value qui, à ce moment-là, oui, bien sûr, je paye des honoraires, mais j'ai un tel service en face que c'est intéressant, y compris le fait que probablement mon bien immobilier sera mieux mis en valeur et donc j'en tirerai un meilleur bénéfice. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène de fond qui se parallélise entre ce 95% ou 90% vendu par des professionnels à l'étranger. Et avec, juste pour compléter ce que tu dis, des vraies synergies potentielles, parce que tu prends l'exemple anglais où effectivement on rénove son appartement avant de le vendre. Si vous êtes la personne qui conseille pour la rénovation, vous êtes quand même bien placé pour avoir le mandat de vente aussi après. Vous êtes dans la gestion locative, quelqu'un vous dit je veux faire partir mon locataire, en général, c'est parce qu'on envisage soit de vendre le bien vite, soit de le réoccuper, mais en tout cas il va y avoir un changement à ce moment-là. Et donc accompagner son client, ça peut être des honoraires et un peu de revenu, mais surtout c'est à mon avis capter plus de mandats parce que plus de synergie. Donc, à condition, et là c'est pareil, toujours opportunité contrainte, à condition qu'ils soient contents du service que vous apportez. Sinon, ça se retourne contre eux. Donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'opportunités dans cette voie-là. Ça me fait d'autant plus écho que, vous le savez, Olivier, on développe beaucoup, nous, en interne, toute la logique de partenariat. Effectivement, on sait qu'étoffer la chaîne de valeur autour de la pure transaction immobilière avec des courtiers, de la conciergerie, de l'assurance, ça fait partie aujourd'hui des envies, des besoins du consommateur. Donc, on travaille ardemment là-dessus. Voilà, on arrive au terme de ce premier état des lieux. Vincent, Olivier, je vous remercie vraiment de votre présence et puis de vos éclairages, surtout. Un mot de la fin, peut-être ? Déjà, un grand merci à Vincent pour cet ouvrage qui pose bien les grands principes de cette superbe organisation, cette superbe profession, parce que c'est quand même le cœur qui parle avant tout et c'est ce qui attire aussi une bonne partie de ceux qui nous rejoignent. Ensuite, c'est notre métier de les faire monter en compétences, vous l'avez compris. Et puis, tout simplement, merci Fanny pour cette première émission et merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous suivront encore et qui nous rejoindront potentiellement et qui font que cette profession est aspirante, très attrayante, a beaucoup de sens, parce que travailler le projet de vie, positionner un couple, un célibataire, une famille au bon endroit, dans le bon bien immobilier, c'est une belle et vraie valeur ajoutée. Et ça, c'est le moteur de la grande majorité. Et je rebouclerai avec les 50% de femmes qui œuvrent. C'est parce que la déco, l'environnement, c'est critique pour elles. Et on sait d'ailleurs que la majorité des projets immobiliers commencent par une femme et la majorité des décisions finales, ça me fait sourire, mais sont dans les mains des conjointes. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil pour cette profession qui s'ouvre à tous les âges, tous les sexes, tous les CSP, tous les parcours professionnels. La réussite tend les bras à chacun. Il faut être entreprenant, il faut y aller. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt. Merci. Moi, je tenais juste à saluer quand même toutes les équipes qui ont travaillé derrière, qu'on ne voit pas. Voilà, j'avais notamment Justine, Stéphanie, Virginie, Théo, Alexandre, Chloé, que je tenais à remercier. Olivier, merci pour votre confiance. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous suivre. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis surtout à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci.